cette année découpée avec des ciseaux pointillés, je ne sais comment, puisque le deuxième semestre commence officiellement lundi. Et merci d'avoir accepté de rester simple et de vous être mêlés aux touristes qui visitent chez les Montpellier, puisque c'est une journée porte ouverte. J'espère que certains bifurqueront vers chez nous. Je vous dis aux étudiants captifs de ce séminaire qui m'ont remis un mini-mémoire, puisque je l'appelle comme ça, que je suis submergé non pas par ces mini-mémoires, qui sont quand même en nombre assez respectable, ce qui prouve que le séminaire marche toujours très bien, mais par des centaines de copies qui arrivent évidemment de façon très dispersée et massive, avec une date butoir par jour à respecter. Nous avons le bonheur d'avoir parmi nous aujourd'hui Florence Gauthier, qui donnera donc cette communication conférence inaugurant le deuxième semestre de notre année. Je la salue cordialement et c'est un grand mot pour nous qu'elle soit là. Je vais d'abord passer la parole, comme ça a été annoncé, à Jean-Thomas Ducamp, qui va faire un petit éloge, c'est un grand mot, enfin bref, dire toute l'amitié, l'estime, l'admiration qu'on avait pour notre ami Daniel Ben Saïd, qui est honoré de sa présence sur le séminaire, un jour qui, parmi beaucoup d'autres, est resté mémorable. Certains d'entre vous, peut-être à l'hommage qu'il y a eu à la mutualité, un certain dimanche assez récent, 3000 personnes. Je souhaite à beaucoup de collègues qui nous fatiguent toute la vie d'avoir ce genre de cérémonie, comme plus, qui nous parlera tous un jour. Et ensuite, donc, après cet éloge, Jean-Thomas Ducamp, vous aurez droit à la conférence que vous êtes venus suivre. Pardon pour mon bavardage, je mettais ça sur le compte de l'émotion, c'est ce qu'on fait en général. Merci. Donc, conformément à ce que vient de dire Jean Salem, je vais vous lire un texte qui est donc le fruit d'une réflexion collective, un texte qui a été rédigé par les animateurs de ce séminaire en hommage à Daniel Ben Saïd. Il est impossible de ne pas ouvrir cette première séance de l'année 2010 en rendant hommage à Daniel Ben Saïd, récemment disparu. L'ensemble des organisateurs du séminaire Marx au XXIe siècle s'associe à ce bref hommage. Pour nous, il était un ami et collègue, pour certains aussi un camarade. Né le 25 mars 1946 à Toulouse, décédé le 12 janvier dernier, Daniel Ben Saïd était à la fois un philosophe et militant, avec la même lente impatience du dialecticien rigoureux. Se réclamant avec constance de Marx et du marxisme, il a publié de très nombreux ouvrages de philosophie et d'intervention politique. Il avait fondé aussi la revue Contretemps en 2001 qui parraine ce séminaire. Il était intervenu dans le cadre de ce même séminaire en mai 2007 pour y traiter des rapports entre stratégie et politique de Karl Marx à la Troisième Internationale. Tous ceux qui le connaissent et qui l'ont connu ont souligné son ardeur, sa générosité, son humour, sa rigueur intellectuelle et son immense culture, son sens de la discussion et de la polémique, sans concession ni agressivité, son apport irremplaçable, original et intempestif. Tous ceux que le Marx et le marxisme concernent aujourd'hui mesurent l'étendue de cette perte. Mais il nous laisse en héritage une belle énergie et nombre de pistes de recherche et de lutte. Le plus simple pour terminer est sans doute de citer quelques-unes de ces dernières lignes qu'il avait donc écrites dans son dernier ouvrage paru, Marx, mode d'emploi, aux éditions Zone, la découverte. Il écrivait « Ce livre ne prétend pas rétablir par-delà les contrefaçons et les idées reçues la véritable pensée d'un Marx authentique et méconnu. Il entend seulement en proposer un des modes d'emploi possibles, en montrant comment sa critique radicale, rétive à toute orthodoxie, à toute bigoterie doctrinaire, toujours prête à sa propre autocritique, à sa propre transformation, à son propre dépassement, vit des questions laissées entrouvertes et des contradictions non résolues. Vous trouverez quelques-unes de ces questions entrouvertes sur le site de Contretemps, la revue, et sur celui du séminaire Marx au XXIe siècle. Quant aux contradictions non résolues dont il parlait, il reste de quoi faire, comme vous le savez. À nous de continuer sans lui et avec lui. Merci pour lui. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Florence Gauthier, qui est une historienne reconnue de la Révolution française. Il ne vous a pas échappé, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps,
que nous avions un petit tropisme Révolution française et que nous avons animé un certain nombre de séances autour de cela. Pour ceux qui nous avaient suivis, nous avions fait une séance autour du marxisme et la Révolution française avec Claude Mazouric et Julien Louvrier il y a quelques temps. Nous avons évoqué d'autres processus révolutionnaires comme la Révolution de 1848 avec Michel Rio-Sarcey. Et c'est donc avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Florence sur le thème suivant, droit naturel et révolution. Avant de lui laisser la parole, je voudrais rappeler quelques-uns de ses ouvrages dont les thématiques vont être développées dans son intervention. Donc, Florence enseigne à l'Université de Paris 7. Elle a rédigé un ouvrage important qui s'appelle Triomphe et mort du droit naturel en révolution, paru aux presses universitaires de France. Parmi les différents sujets qu'elle aborde sur la question de la Révolution française et à la question des colonies qui est très présente, je cite le dernier ouvrage, L'aristocratie de l'épiderme, le combat de la société des citoyens de couleur 1789-1791, paru aux éditions du CNRS. Enfin, je signale, et il y aurait beaucoup d'autres choses à signaler, mais qu'elle a participé à l'entreprise des éditions des œuvres complètes de Robespierre en s'occupant du tome 11, paru l'an dernier, je crois, donc, en partenariat avec la Société d'études robespierristes. Elle est aussi l'auteur d'un choix de texte de Robespierre en collaboration avec Sophie Vanish et Yannick Bosque, donc un choix de texte de Robespierre, paru à la Fabrique il y a 4 ans, en 2005, si je me souviens bien, 2005 ou 2006. Voilà, sans plus tarder, je lui laisse la parole sur un de ses thèmes favoris, le droit naturel et son lien à la Révolution française. Droit naturel et révolution au pluriel, vous allez voir. Sur singulier, pardon, sur l'intitulé. Je vais essayer de parler sans micro, je rentre votre machin entre les yeux. Mais si vous n'entendez pas, je supporterai cette chose désagréable. On essaye. Est-ce que ça vous va quand je parle comme cela Vous entendez bien, même au fond? Enfin, surtout au fond. Bon, bah d'accord, là on y va. Au revoir. Voilà. Prochaine fois, il faudra prévoir un petit coussin parce que je suis un petit peu basse. On voit que c'était fait pour les messieurs, hein, ces amphithéâtres. Non, c'est vrai, enfin des grands en plus. Hein. Bon, voilà, je vais vous parler de droit naturel et révolution. Cette notion de droit naturel est peu et mal connue à la fois, et pourtant il lui est arrivé de curieuses aventures. Alors je l'ai associé à la grande question de la Révolution, car je vais essayer de vous montrer qu'il est né, le droit naturel est né révolutionnaire. Alors pour commencer, je vais essayer rapidement de vous raconter, pour situer un peu les difficultés, pour cerner cet objet droit naturel, les difficultés que j'ai rencontrées moi-même personnellement, qui travaillais sur la Révolution française, donc. Et pour commencer dans les archives, avec tous ces vieux papiers qui grouillent de vie et de mort, hein, bien sûr. Et il y a cette petite phrase « droit naturel » qui sortait de ces sources absolument partout. Je l'ai retrouvée dans tous les coins de la société, dans les archives de la Révolution paysanne, dans les archives des corps de métier, dans les archives des grèves des ouvriers, dans les archives de la critique du libéralisme qui a été développé au XVIIIe siècle. Chez les écrivains, chez les juristes, partout, dans les théories et les pratiques politiques, dans l'esthétique également de cette période. Je ne connaissais pas, quand j'ai commencé, la signification de ce terme « droit naturel ». Vous allez voir pourquoi, d'ailleurs, il y a une logique à cela. Et j'ai cherché pendant des années avant de sortir de l'obscurité. Les premières lumières sont venues à moi. Ah, j'ai un meilleur siège derrière moi, c'est merveilleux ça. Ça c'est gentil. Non, mais c'est parce que. Ah oui, c'est bon mieux. Tiens, bonjour. Alors, les premières lumières sont venues avec la Révolution anglaise. La première, c'est de 1640-1660, dans les textes des niveleurs. Selon la calomnie de Cromwell portée à ces gens-là, on les a appelés niveleurs. Et j'ai trouvé d'abord, pour commencer, le droit naturel en anglais. Alors en anglais, ça se dit birthright aussi, droit de naissance, qui était revendiqué par les couches populaires qui ont fait cette révolution qui a échoué. J'ai suivi les traces multiples des mouvements révolutionnaires aux Pays-Bas. J'ai retrouvé cela en croisant avec des jésuites qui ont créé des républiques indiennes depuis 1610 à l'intérieur des terres de l'Amérique du Sud. Puis je suis remontée aux guerres de religion.
du XVIe siècle. Et enfin, jusqu'à 1492, la découverte de l'Amérique, qui a été un moment absolument essentiel et qui a entraîné un immense mouvement d'indignation devant la conquête coloniale et l'apparition de cette chose nouvelle qu'était l'impérialisme et de son économie très particulière. Je me retrouvais donc en Espagne, ou plus précisément entre les deux rives de l'Atlantique, où quelque chose de décisif était en train de se nouer. Alors, ce qui se nouait, c'était aussi la forme du droit naturel moderne qui s'est développée dans toute la période 16e-18e siècle, toute la période moderne. Plus récemment, j'ai appris que cette petite phrase « droit naturel » était née au Moyen-Âge. Je vais vous emmener un petit peu au Moyen-Âge. Je vais vous faire voyager un petit peu. Laissez-moi vous conduire, vous allez voir, c'est intéressant, je pense. Laissez-vous faire. Alors, ce petit voyage au Moyen-Âge s'est développé dans le domaine ouest européen à partir du XIIe siècle. Et encore une fois, dans un contexte révolutionnaire. À cette époque-là, dans le domaine ouest européen, c'est quoi le domaine ouest européen? La France, l'Angleterre, les Pays-Bas, le sud des États allemands, le nord de l'Italie, l'Espagne. C'était cela. Il s'est produit un mouvement très important. La féodalité de cette période a généralisé le servage depuis le 8e, 9e siècle, hein, vous voyez, ça remonte à loin, et ça a provoqué, à un moment donné, une immense révolte, une immense révolution qui a duré plusieurs siècles, oui, c'est quelque chose d'étrange, et qui a obtenu la suppression du servage. Ça a ensuite entraîné un vaste mouvement de renaissance au Moyen-Âge qui est bien connu, avec l'art gothique, l'amour courtois, un essor démographique, des améliorations techniques formidables. Bien, ce fut une immense révolution, donc, et ce petit mot droit naturel est apparu là pour la première fois. Les juristes avaient en effet besoin d'adapter le droit à ce qu'ils avaient sous les yeux, ce grand mouvement qui était en train de se faire. Et c'est dans les tribunaux et dans les rouleaux des codes que le terme est apparu. Alors je m'appuie ici sur le travail d'un historien américain, Brian Tierney, qui a écrit un ouvrage qui n'est pas traduit, c'est dommage, The Idea of Natural Rights, publié en 1997 aux États-Unis et en Angleterre, et qui porte sur la période 12e, 17e siècle, hein, l'apparition du droit naturel à ce moment-là. Tierney insiste sur le fait que la petite phrase n'existait pas avant le XIIe siècle et qu'il ne faut pas le confondre avec loi naturelle. Alors il faut encore noter que dans cette période 16e-18e siècle, tout le monde parle du droit naturel pour le développer ou pour le critiquer. Et puis, à partir de l'échec de la Révolution française, ou à partir de Thermidor, des journées de Thermidor, juillet 1794, la chute de la montagne, qui a été simplifiée en chute des Robespierre, tout est réduit à un nom, une personne. Ça aussi, ça fait partie d'une calomnie, d'une manipulation extraordinairement intéressante. Alors, à partir de là, il s'est produit une contre-révolution, j'emploie bien le mot, une contre-révolution dans tous les domaines, y compris intellectuels, qui a commencé par faire disparaître la petite phrase et les théories politiques qui s'y référaient. Alors, vous voyez, je brosse un tableau dans le temps long, et c'est comme ça, au fur et à mesure de mes découvertes, que j'ai compris que la petite phrase était véritablement au centre du débat politique de la Révolution française. Et puis, enfin, une dernière remarque préliminaire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 était une déclaration du droit naturel, celle de 1793 aussi, et à partir de 1795, une nouvelle constitution, en France, le droit naturel a été combattu et expulsé du droit constitutionnel français. Expulsé pendant près d'un siècle et demi. Et c'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de cette guerre terrible contre le nazisme, qu'en 1946, le droit constitutionnel français a renoué avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, avec le droit naturel qui est de nouveau réintégré dedans. J'ai écrit un livre à ce sujet, Triomphe et mort du droit naturel en révolution, 1789, 1795, 1802. Pourquoi ces trois dates ? Parce que je voulais expliquer, je montrais que la contre-révolution détruisait cette référence centrale dont je vais vous parler aujourd'hui.
1802, qu'est-ce que c'est? C'est le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte. Quand Bonaparte a lancé son projet d'empire, car c'est ça qu'il voulait faire, mais j'y reviendrai, et ça a provoqué donc un sursaut de la révolution de Saint-Domingue, qui est devenue l'indépendance d'Haïti. Alors, du XIIe au XXe siècle, la petite phrase apparaît, réapparaît, disparaît, est combattue, etc. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, ce que l'on entend par droit de l'homme, qui cache d'ailleurs dans l'obscurité la petite phrase, droit naturel, est complètement manipulé, récupéré, au point d'en venir à désigner son contraire, comme l'a analysé Immanuel Wallerstein dans un livre récent intitulé « L'universalisme européen, de la colonisation au droit d'ingérence », dont je vous parlerai aussi au fur et à mesure de mon évolution, parce que j'ai trouvé cette réflexion de Wallerstein extrêmement intéressante, et elle reprend précisément cette question de la critique du colonialisme et de l'impérialisme au XVIe siècle par Las Casas et l'école de Salamanque. Alors, premier point pour commencer, parce qu'il faut quand même que vous sachiez, qu'est-ce que le droit naturel? Vous êtes venu pour ça? Peut-être, aussi. Alors, jusqu'aux travaux de Brian Tierney, la notion de droit naturel avait été interprétée comme une chose mystérieuse, venue du fond des âges. On l'a associée à n'importe quoi, vous allez voir. On l'a associée au libéralisme moderne et au développement du capitalisme, au XVIIe et au XVIIIe siècle, comme l'a fait Macpherson dans la théorie de l'individualisme possessif, Hobbes et Locke, en 1962. Il y voit, lui, l'expression de l'individualisme possessif bourgeois. Norbert Bobbio a fait lui aussi de Hobbes le père du droit naturel moderne. Jürgen Habermas a placé Thomas d'Aquin à l'origine de cette notion de droit naturel, qu'il réduit d'ailleurs à un simple droit individuel qui ne dépasserait pas la sphère privée. D'autres hypothèses déduisent le droit naturel de la loi naturelle, comme si cette filiation allait de soi. Et puis encore, le fait que le droit naturel soit relié à une conception de la nature humaine a été confondu avec un essentialisme. Le juriste Michel Villet place quant à lui l'origine du droit individuel chez Guillaume d'Occam, qu'il interprète comme un philosophe nominaliste du XIVe siècle. Il qualifie cette apparition d'une théorie du droit subjectif de révolution sémantique qui n'aurait donc pas de passé. Alors, selon Brian Tierney, sur lequel je m'appuie ici en ce qui concerne le droit naturel au Moyen-Âge, bien évidemment, ces interprétations sont trop diverses pour ne pas révéler leurs faiblesses, et leurs auteurs ont isolé un contexte, soit religieux, soit économique, soit intellectuel, et ne se sont pas intéressés à rechercher quand sont apparus les termes précis de droit naturel, et ne se sont pas intéressés davantage aux aventures que ce mot a pu connaître. Alors je vais commencer par le Moyen-Âge. Un petit rappel, c'est important, c'est là que les choses se sont, conçues, définies, déjà pas installées, parce que comme vous avez vu, la vie du droit naturel est précaire. Alors Tierney a mené cette recherche et la rencontre au XIIe siècle dans les textes des juristes et dans sa version latine, Ius Naturale, avant de se répandre. Ces juristes étaient des décrétistes, ils rédigeaient des décrets, et des spécialistes du droit canon, du droit religieux, enfin de l'Église catholique. Et ils se consacraient à la pratique du droit et de la politique. Donc c'est dans le monde des juristes et des politiques que cela apparaît. Les philosophes ont pris plus tard, ont repris la petite phrase. Le droit naturel ne vient donc pas, et Tierney insiste dessus, ni de l'Antiquité grecque et romaine, ni des religions judéo-chrétiennes, pas davantage du thomisme ou de la philosophie nominaliste. Il n'est pas non plus une création de la bourgeoisie et du capitalisme. Alors qu'est-ce que c'est? Le juriste Gratien, qui est un de ses inventeurs, distingue trois catégories de droits dans son décrétum rédigé vers 1140. Le droit humain, celui du pouvoir des princes et des rois. Le droit divin, celui de la position officielle de l'Église catholique. La position officielle, c'est un tas de choses à l'intérieur de l'Église, bien évidemment. La position officielle, le droit divin. Et le droit naturel qu'il définit comme un pouvoir, une faculté humaine, une liberté exercée selon la raison, et il le distingue de la loi naturelle. Alors ce droit naturel, ajoute-t-il, appartient à chaque être humain et
Pour exprimer son caractère de droit individuel réciproque, Gratien lui applique ce qu'on appelle la règle d'or évangélique. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Tout le monde la connaît. Il est nécessaire de préciser ici qu'il n'y a aucune notion de droit naturel dans les évangiles et que c'est Gratien qui effectue le rapprochement entre la petite phrase et la règle d'or évangélique. Et ce rapprochement, nous le retrouvons à l'identique dans les deux déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793, pour exprimer cela, le caractère réciproque du droit, le caractère universel du droit attaché à chaque personne du genre humain. C'est cette notion-là. Je cite l'article 6 de la déclaration de 1793, vous verrez, c'est du Gratien qui sort du XIIe siècle. La liberté, qui est un de ses droits naturels, est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas au droit d'autrui. Sa limite est dans cette maxime, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Vous voyez, c'est même redondant dans l'article 6. C'est dit 2 fois de suite. Tierney souligne qu'un langage des droits est donc apparu au XIIe siècle et s'est développé, ouvrant des champs nouveaux, comme le droit de consentir à une forme de gouvernement, le droit à l'autodéfense, le droit des infidèles à leurs croyances, les droits du mariage, le droit à un procès, le droit de propriété collective, le droit à la vie et à la préservation de sa personne. Et un grand débat va se déployer sur la question du droit des pauvres à ce moment-là, et le droit des pauvres sur le superflu des riches, dont l'argumentaire va se reproduire ultérieurement. Alors, dans le Décrétum, Gratien écrit que chacun a droit à sa part du bien commun, que personne n'a le droit d'en prendre plus qu'il n'en a besoin sans commettre une violence à l'encontre des autres, que celui qui refuse son superflu à un nécessiteux commet un vol, que refuser de nourrir les affamés revient à les tuer. Je cite Gratien, « Nourrissez les pauvres, si vous ne le faites pas, vous les tuez. » La chose est dite par Gratien en termes de droit et de devoir, et non en termes de charité, laissée à l'appréciation individuelle. Uguccio, un juriste du droit canon, argumente en redéfinissant les rapports entre bien commun, droit d'usage et propriété privée. Selon la droite raison, qui est le droit naturel, écrit-il, les nécessiteux doivent être aidés et la propriété privée ne peut pas être exclusive. Il la limite selon les devoirs que l'existence des autres lui impose. Uguccio insiste sur le caractère inaliénable du droit à l'existence des pauvres et sur le caractère, par contre, aliénable du droit de propriété privée. Alors, ce qui se développe ici dans cette notion de droit naturel, c'est la prise en compte d'une nature humaine rationnelle, moralement responsable et qui doit être protégée par l'action politique. Le droit est conçu ici comme un moyen pratique de l'action politique. Je dirais que le droit naturel est né révolutionnaire. Il l'est triplement. Premièrement, il est né dans le contexte révolutionnaire de lutte populaire pour supprimer le servage et le remplacer par un statut de sujet libre, de sujet de droit. Deuxièmement, les inventeurs du droit naturel ont imposé leur propre champ intellectuel, et je crois que ça c'est un des points essentiels, leur propre champ intellectuel, celui qu'ils ont appelé le droit naturel. Ce qui leur permettait d'échapper aux champs déjà occupés, je l'ai dit, droit humain, droit divin, qui étaient occupés et minés, et d'inventer un champ tout neuf, celui de la raison sensible de tout être humain, sans maître, sans esclave, sans serf. Ce qui est neuf ici, c'est véritablement d'avoir conçu ce champ intellectuel autonome, particulier. Au XIVe siècle, les théories du droit naturel vont subir une attaque directe. C'était la première. Je la résume rapidement. Elle concerne l'ordre des franciscains, autour de débats sur les franciscains. Alors, au XIIe, XIIIe siècle, le droit à l'existence avait été reconnu par des législations locales dans ce monde médiéval. Des législations locales qui permettaient de prendre aux riches une partie de leur superflu pour les nécessiteux. C'était ça, un des grands débats de l'époque. Alors, ce n'était pas de la charité, c'est une politique ici, et c'est important. Mais au XIVe siècle, en 1321, le nouveau pape, Jean XXII, il faut le connaître, c'est important, vous allez voir, j'en souviendrai, Jean XXII a pris le parti des propriétaires et il condamne comme hérétiques les doctrines qui veulent imposer une politique d'aide sociale.
Il condamne aussi François d'Assise, la doctrine de François d'Assise qui est mort depuis, bien sûr, et qui affirmait quoi? Que Jésus avait renoncé à toute possession, à toute propriété, et vivait dans la pauvreté avec ses disciples. C'était la première attaque contre le droit naturel à l'existence, et les défenseurs du droit naturel vont être à ce moment-là Guillaume d'Occam, Marcille de Padoue, Bonagracia de Bergame, pour citer quelques noms. Ils vont entreprendre de réfuter le pape Jean XXII. Ils furent excommuniés pour cela et ils purent se réfugier à la cour d'un seigneur lui-même hérétique, Louis de Bavière. Alors le débat se posait dans les termes suivants, il est intéressant, pour ça je le rappelle. Qu'est-ce qui est inaliénable dans la conception du droit qui va s'imposer aux lois d'une société? Est-ce que c'est la vie des individus ou le droit exclusif de propriété des biens matériels? Le pape Jean XXII a répondu, on l'a vu, les défenseurs du droit naturel répondent aussi que ce qui est inaliénable, c'est le droit à la vie des individus et qu'on peut aliéner le droit de propriété de ces biens matériels. Alors, dès le XIIe siècle, les théoriciens du droit naturel considèrent que la propriété privée n'est pas une conséquence du droit naturel, mais du droit humain, tout comme l'esclavage ou le servage. Et de là, ils vont proposer une interprétation de l'Éden et de la chute. Excusez-moi, je vous invite au paradis, un petit tour, parce que c'est intéressant, vous allez voir, c'est à partir de là que vous avez vraiment une idée consistante qui fait la critique du péché originel. C'est quand même pas rien de se débarrasser de ça, n'est-ce pas? Ils ont commencé à ce moment-là. Ce fut un grand moment qui ouvre sur un développement ultérieur de la laïcité, refusant le dogmatisme doctrinal. Alors Uguccio et Isidore de Séville disent que le paradis de la Bible était un état de nature où tout était commun, un état d'innocence qui a précédé la chute. Les franciscains disaient déjà que Jésus avait vécu dans cet état de nature et d'innocence qui se rapproche de cette interprétation-là. Et Jean XXII, ce même pape, va opposer la thèse que l'on appelle la thèse adamite, à savoir Dieu a donné le monde aux propriétés privées à Adam, avec le pouvoir royal de le gouverner et d'en faire hériter son fils. Et il confère par là une origine divine à la propriété privée, à la souveraineté royale et à la domination masculine, les trois ensemble, en paquet. Bonagracia et Guillaume réfutent Jean XXII et reprennent la conception de l'Éden d'avant la chute, affirmant que Dieu a donné le dominium du monde en commun à Adam, à Ève et à leur descendance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de propriété privée avant la chute. Et il place l'origine de la propriété privée après la chute, dans le monde humain. Il n'y a donc pas de dominium privé, mais un dominium commun qui peut être partagé. Bonagracia et Guillaume refusent donc l'origine divine de la propriété privée, de la monarchie et de la domination masculine, et insistent sur leur caractère conventionnel, donc modifiable. On aura compris qu'ils refusaient aussi le dogme catholique du péché originel. Au XVIIe siècle, Filmer et d'autres, partout, et, enfin en particulier Filmer et d'autres, donc, en 1648, a repris la thèse adamite de Jean XXII, et Pufendorf, Milton, Locke ont réactualisé l'argumentation de Bonagracia et de Guillaume d'Occam. Sur la question de l'origine des pouvoirs politiques, la thèse adamite l'affirme divine, donc, tandis que les théoriciens du droit naturel les renvoient aux actions humaines qui peuvent être remises en cause. Guillaume d'Occam distingue, lui, de son côté, le pouvoir d'établir les lois, ou pouvoir constituant, et le pouvoir de gouverner, ou le pouvoir exécutif, qui, dit-il, doivent être séparés. Les théoriciens du droit naturel ont développé un droit de résistance à l'oppression, à l'injustice et à la tyrannie, et introduit l'idée que les membres de la société politique constituent un contre-pouvoir du prince et du pape sous la forme d'institutions représentatives. Guillaume d'Occam insiste, lui, pour sa part, sur la nécessité d'imposer un texte de nature constituante qui reconnaît les droits naturels des membres d'une société, contraignant le pouvoir exécutif à les respecter. Ce qui fait de Guillaume un théoricien constitutionnaliste du droit naturel médiéval.
Alors, passons maintenant à la Renaissance des théories du droit naturel au XVIe siècle. Depuis le XIVe siècle, les débats connurent une période de stérilité terrible liée au développement de la scolastique, telle que la tradition du droit naturel est tombée dans l'oubli. Il est tombé dans l'oubli dans certains endroits, en particulier on le constate en Italie du XVIe siècle, mais à contrario, en Espagne, cette tradition allait renaître et allait connaître une véritable renaissance à la suite de la découverte de l'Amérique. Alors on sait que les crimes et les violences commises lors de la découverte, suivies de la conquête, de la colonisation, du pillage des sociétés indiennes, de la mise en esclavage des Indiens, des massacres, des épidémies, ont suscité un mouvement de critique et de refus de tout ce qui naissait là, des deux côtés de l'Atlantique, dans la première moitié du XVIe siècle. C'est un mouvement extrêmement fort. Bartholomé de Las Casas fut un des témoins de ce vaste mouvement. Il était le fils d'un ami de Christophe Colomb et, à ce titre, il a reçu une encomienda, c'est-à-dire cette terre distribuée au nom du roi d'Espagne, aux colons privilégiés, aux amis du roi, qui comprenaient la population indienne pour la travailler. Au bout d'une douzaine d'années, Las Casas a pris conscience qu'il ne voulait plus être un colon esclavagiste. Il a rendu son encomienda au gouvernement, il est rentré en Espagne, il a repris ses études supérieures et il a voulu être très fort en droit pour être capable, le dit-il, de convaincre le roi d'Espagne et le pape. Donc il a des ambitions. Les convaincre de quoi? D'abord les mettre au courant des horreurs qui se commettent en Amérique en leur nom. Il devient moine dominicain et il parvient à convaincre effectivement Charles Quint qui, en 1542, accepte la triple proposition de Las Casas. Abolir l'esclavage des Indiens, arrêter les conquêtes, ça voulait dire les massacres, etc., protéger les Indiens des violences commises par les colons. Le pape Paul III, à cette époque, a aussi entendu Las Casas et il a pris la défense des Indiens et a interdit l'esclavage des Indiens. Las Casas a été nommé évêque du Chiapas, ça ne s'invente pas, non. Et il est parti là-bas, et là-bas, pour appliquer les nouvelles lois, il est reçu par une rébellion des colons esclavagistes qui le mettent dehors. Il a donc perdu la bataille, il l'avait gagnée auprès du roi d'Espagne, auprès du pape, il était en train de gagner, il a perdu le combat en Amérique, auprès des colons esclavagistes, et il a parfaitement bien compris son échec, il a compris que le vent allait tourner, il est retourné en Espagne, le nouveau pape a choisi la prudence et la lâcheté, et il a abandonné la défense des Indiens. Et Charles Quint a abdiqué en faveur de son fils Philippe II. Las Casas est mort en 1566, calomnié par le parti colonial. J'y reviendrai sur les calomnies, elles sont très précieuses. Ce sont des indicateurs du chemin, des poteaux télégraphiques. Très intéressant. Donc calomnié de façon extraordinairement intéressante, et le parti colonial a commencé à faire la chasse aux défenseurs des Indiens. Alors, quels furent les caractères du renouveau du droit naturel dans cette période? Las Casas et l'école de Salamanque ont dénoncé avec force. Il faut lire leur texte, c'est extraordinaire. Ils vous redonnent de la force. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, vous vous sentez un peu déprimé? Lisez du Las Casas. Non, mais vraiment. Lisez du Vitoria. Oui. Je vous le conseille. Las Casas a appelé la découverte de l'Amérique la destruction des Indes. Formidable. Nous, on répète bêtement découverte des Amériques. Oui, bon, alors maintenant, vous avez appris. La destruction des Indes. C'est comme ça qu'il faut la poser. Sous le choc de ces crimes abominables dont il fut témoin, il en est venu à redéfinir la notion d'humanité qui est celle que nous, encore aujourd'hui, et quelques progressistes qui osons le dire timidement, continuent d'employer. La voici. L'humanité était réservée au début du XVIe siècle à un groupe en fonction de sa religion, de son histoire, d'un trait culturel particulier. Las Casas, en découvrant les peuples indiens et l'immensité du continent Amérique, va concevoir la notion d'humanité comme appartenance au genre humain a priori. Il lui attribue en plus les droits
des droits, et le premier de ces droits est celui de naître et demeurer libre. Il rompait ici avec l'héritage aristotélicien d'une humanité divisée et hiérarchisée en grec libre et en barbare comme matière à être mise en esclavage par nature. Las Casas définissait la liberté, ça c'est très important, il définissait la liberté comme un droit individuel appartenant à tout être humain et comme le propre de l'humain, comme le propre de la nature humaine. La voilà, cette nature humaine, c'est ça. Hein. Et contrairement aux thèses à la mode aujourd'hui qui proposent une typologie des sociétés en deux groupes opposés, que tout le monde connaît hein, ici, les sociétés individualistes opposées aux sociétés holistes, hein, on a pris un mot très compliqué, n'est-ce pas? Nous avons affaire ici à une conception qui échappe à sa distinction en combinant tout simplement les deux, droit individuel et droit collectif. Ah ben, fallait y penser. Ah ben. Précisons que cette conception qui combine droit individuel et droit collectif se retrouve dans la pratique populaire. Ah ben oui, c'est le peuple qui fait ça. C'est une idée du peuple. Une idée populaire. Allez à la campagne et vous trouverez des droits individuels et des droits collectifs à la fois. Pensés, vécus, conçus, pratiqués par les paysans. Vous allez dans les villes et les corps de métier, tout la même chose. Bon, mais ça devait être trop compliqué pour certains esprits brillants de notre temps. À la définition de l'unité du genre humain et au droit naturel de liberté par opposition à l'esclavage, Las Casas et l'école de Salamanque en Espagne ajoutèrent les droits des peuples à leur souveraineté, à leurs droits publics et privés, contre toute conquête, à leur culture, à leurs croyances, contre les conversions forcées. La théorie des droits des peuples à leur souveraineté fit d'immenses progrès dans cette période, faisant du colonialisme et de l'impérialisme un ennemi de l'humanité tout entière. Vittoria fut le théoricien du droit cosmopolitique qui concevait le droit à trois niveaux, devant se combiner ensemble eux aussi, pour construire une cosmopolitique de la liberté anti-impérialiste. Les droits individuels, les droits des peuples et les droits de l'humanité. Trois niveaux de droit. Cette cosmopolitique anti-impérialiste a été une réponse immédiate à la naissance de l'impérialisme sur son premier terrain d'occupation que fut le continent américain. Les humanistes de la Renaissance espagnole ont eu la capacité donc de penser conjointement la politique et la cosmopolitique anti-impérialiste. Cette cosmopolitique s'est redéployée à l'époque des révolutions françaises et haïtiennes et a trouvé un écho attentif chez Emmanuel Kant. Depuis le XIIe siècle, nous voyons se développer une théorie des droits naturels des individus, des peuples, de l'humanité, qui se présentait comme la conscience critique de ce que Las Casas a appelé la barbarie européenne. La barbarie européenne, qui cherche à construire une politique et une cosmopolitique de la résistance à l'oppression esclavagiste, féodale, impérialiste, dans ses formes économiques, sociales, politiques, juridiques, théologiques. La controverse de Valladolid en 1550-1551, qui a mis aux prises Las Casas et Sepúlveda, le défenseur de l'impérialisme européen, est un affrontement central dans l'histoire de l'opposition entre impérialisme et anti-impérialisme. Sepúlveda a exprimé la justification de toutes les ingérences des civilisés chez les barbares. Les barbares doivent être soumis militairement parce qu'ils sont barbares. Les civilisés ont le devoir de détruire chez eux leurs pratiques criminelles au prix de sacrifices de quelques innocents. Les civilisés vont les soumettre pour leur apprendre la civilisation. Las Casas répond par une défense des sciences humaines. Les Indiens sont des êtres humains qui ont des droits de propriété, les droits de propriété de leur territoire, de leur souveraineté, de leur culture, de leur langue, de leurs croyances. Deux conceptions anthropologiques s'affrontent ici, celle des impérialistes qui opposent civilisation à barbarie et celle du droit naturel qui oppose liberté et esclavage. Esclavage entendu comme esclavage civil et politique, système d'oppression économique et sociale, et l'esclavage politique qui prive les individus de leurs droits politiques. Alors le champ spécifique du droit naturel permet une échappée libératrice qui ouvre sur la critique radicale des trahisons du droit humain et du droit divin, de la conscience critique
et à préparer ce long mouvement de séparation des facultés humaines de la toute-puissance de la faculté de théologie, soit ce vaste mouvement de l'époque moderne qui a réalisé cela et ouvert les chemins de la laïcisation. Les expériences historiques qui ont suivi au XVIIe et XVIIIe siècle se déroulent avec comme toile de fond la poursuite de ce refus du colonialisme et de l'impérialisme européen en Amérique, avec, de 1610 à 1768, l'expérience des républiques indiennes que les jésuites ont constituées pour protéger ces peuples de la colonisation et de l'esclavage. Et ils y ont réussi pendant plus de 150 ans. Ils ont échoué après une guerre terrible de 1758 à 1768 qui a duré une dizaine d'années et qui a écrasé complètement ces expériences pour les faire oublier à la fin du XVIIIe siècle. Les révoltes et révolutions de l'époque moderne vont toutes s'inspirer de cette tradition du droit naturel et vont l'enrichir. La guerre des paysans en Allemagne, retracée par Ernst Bloch dans son Thomas Müntzer, théologien de la Révolution, par exemple, Müntzer a lié le droit naturel et la libération paysanne. Au XVIIe siècle, l'indépendance des Pays-Bas et de l'occupation espagnole a rouvert avec Grotius la réflexion sur le droit des gens, un droit des gens cosmopolitique. La première révolution d'Angleterre, celle de 1640-1660, a offert un approfondissement particulier des théories politiques du droit constitutionnel dans cette expérience qui est une expérience très significative. En effet, les forces populaires en Angleterre ont élaboré un programme de constitution pour une république démocratique éclairée par une déclaration des droits naturels qui reprenait et la développait l'idée de Guillaume d'Occam et qui la concrétisait énormément. Ce grand projet a été soutenu par les niveleurs et les vrais niveleurs, de Lilburn à Winstanley, mais a été combattu par Cromwell et a finalement échoué. Toutefois, les apports théoriques des niveleurs ont circulé dans la France de la Fronde et en particulier dans la République de Bordeaux et la commune de Périgord, où il y a eu une tentative au XVIIe siècle, dans les années 1650, de république de droit naturel là aussi. Mais les apports théoriques donc, de ces niveleurs ont été en partie repris par John Locke et la tradition politique anglaise, et John Locke dans ses traités de gouvernement de 1690. Alors on sait que John Locke est l'objet de nombreux débats qui font de lui un théoricien d'individualisme possessif bourgeois, du capitalisme et plus récemment de l'esclavage, mais aussi d'un républicanisme de droit naturel. Il y a donc encore une fois ici un complexe de nœuds interprétatifs qu'il faudra bien un jour démêler. Alors justement, sur ces nœuds interprétatifs, je voudrais faire un petit développement. J'en ai indiqué un fort important sur l'apparition du droit naturel déjà, un autre sur Locke, je viens de le dire, avec des rebondissements tout récents. Je mentionne celui qui existe depuis le XVIe siècle sur Las Casas, il est très instructif, qui est calomnié par le parti colonial de son vivant d'une façon savante et habile. Tout le monde connaît cette calomnie. C'est d'ailleurs la première façon dont on a connaissance de Las Casas, par la calomnie. Pourquoi ? Parce qu'elle a dominé jusqu'à très récemment. Dominé. Elle consiste à suspecter Las Casas de ne pas être capable de tenir ses promesses de penser l'unité du genre humain et ses droits universels, avec une accusation terrible, selon laquelle il n'aurait pas été capable de défendre les droits des captifs africains, mais seulement des Indiens. Il aurait défendu les Indiens, mais pas les captifs africains. Et en plus, on le rend responsable d'avoir eu l'idée de déporter les captifs africains pour remplacer les Indiens. Formidable, c'est grandiose. Cette grandiose calomnie continue d'être efficace depuis 5 siècles. C'est quand même merveilleux, non ? C'est quelque chose, ça. Mais les historiens connaissent ces nœuds interprétatifs. On est en plein dedans. C'est pour ça que c'est difficile de faire de l'histoire, croyez-moi. C'est très dur. Et Marc Bloch, lui, connaissait aussi la question au Moyen-Âge. Comme il étudiait le Moyen-Âge, vous voyez, il y avait des strates interprétatives superposées. Il a trouvé une méthode, il l'a développée de long en large, qui est très intéressante. Il l'appelle la méthode régressive. Et pour démêler les préjugés accumulés, il conseille
de commencer par les plus proches de nous. Alors, il faut commencer par ceux de notre époque, puis remonter au fur et à mesure qu'on les comprend, et on arrive, voilà, si on ne s'est pas perdu entre-temps. On arrive au bout. Au XVIIIe siècle, la critique du colonialisme et de l'impérialisme a connu un profond renouveau, lié à la crise, cette fois-ci, du système colonial esclavagiste. Des deux côtés de l'Atlantique, cette conscience critique s'est réveillée avec vigueur. On trouvera chez Voltaire, qui nous est présenté aussi comme un personnage amputé de ce qu'il fut, on trouvera chez Voltaire une connaissance approfondie de l'apport de l'école de Salamanque, si l'on veut bien lire son théâtre. Voltaire se disait poète et historien. Il a écrit des pièces de théâtre, mais on ne les publie même plus. Cherchez son théâtre, vous aurez du mal à le trouver. Mably ouvre une critique de l'économie politique qui parcourt toute son œuvre, y compris l'économie politique coloniale. Tout ceci en termes de droit naturel. Mais, dans les années 1750, des économistes admiratifs de l'économie coloniale vont tenter d'appliquer les principes de l'économie coloniale en Amérique au problème de l'économie agricole du Royaume de France. Il s'agit des physiocrates qui veulent introduire le droit de propriété exclusif des propriétaires sur les choses, droit qui n'existait pas dans le Royaume de France, mais qui existait en Amérique. Grande différence. Et il proposait également un projet d'expropriation de la paysannerie accompagné de la disparition des biens communaux, bien sûr, et de la dérégulation, pour employer le langage de nos jours, la dérégulation du marché des subsistances. Alors cette grande offensive a été une des causes de la Révolution française. Ces économistes physiocrates ont exprimé leur programme d'offensive capitaliste dans les termes du droit naturel. Il y a ici une tentative de récupération de leur part. Ceci a ouvert un immense débat en France lorsque Louis XV puis Louis XVI ont offert leur chance aux physiocrates à 2 reprises en les invitant à expliquer leurs réformes. Ce débat se développe dans les années 1760 à la lumière des révoltes populaires contre les tentatives contre les réformes des physiocrates. Les 2 rois successivement ont dû interrompre ces expériences catastrophiques. Résultat du débat, la physiocratie est passée au peigne fin d'une critique passionnante avec laquelle on n'a pas encore fini de faire connaissance. Du point de vue du droit naturel, les résultats sont décisifs. La notion de droit naturel a été rendue confuse par les physiocrates, mais elle va être éclaircie. 2 conceptions maintenant de l'économie sont mises en lumière, en France en particulier, et nommées de façon remarquable. L'offensive capitaliste, écoutez bien cela, a été appelée l'économie politique tyrannique. Ça lui va comme un gant, hein. L'économie politique tyrannique est combattue par l'économie politique populaire. Edward Palmer Thompson et Karl Polanyi avant lui ont étudié les effets de cette offensive en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Et Thompson y a vu ce qu'il a nommé l'économie morale de la foule. En France, avant et pendant la Révolution, cette critique de l'économie politique tyrannique s'est construite comme le programme de la Révolution démocratique, qui apparaît ainsi en France antiféodale, anticapitaliste et également anti-impérialiste. Et là encore, un nœud d'interprétation s'est formé, dont l'enjeu est la compréhension ou non du programme d'économie politique populaire défendu conjointement par le mouvement populaire des paysans, des artisans et par les montagnards qu'on appelle jacobins, quand on les déteste particulièrement. Vous savez combien jacobin est une insulte, et robespierriste, c'est le pire, robespierriste. Une horreur. Robespierre a été un des grands théoriciens de cette économie politique populaire, si bien nommée. Alors maintenant, je vais passer à la question de la Révolution française anti-impérialiste. Au XVIIIe siècle, la critique des politiques impérialistes européennes complète le travail de dénonciation réalisé par Las Casas et l'école de Salamanque en prenant en compte la dimension économique de l'exploitation esclavagiste, son caractère régressif en abusant d'une main-d'œuvre réduite à l'esclavage,
et à un travail manuel excessif, mais aussi le caractère inhumain de ce qui est considéré comme un monstre. Et le mot est utilisé pour qualifier, depuis Las Casas, les pratiques colonialistes et impérialistes. Alors, donc ce caractère inhumain qui détruit le propre de l'humanité, sa dignité et ses droits. L'acceptation ou non de l'inhumanité du système est devenue à partir de ce moment-là un enjeu essentiel de ce qu'était le capitalisme de cette époque. Comme on le sait, l'inhumanité est un de ses principaux caractères auxquels on peut ajouter le caractère implacable de ses offensives. La plantation sucrière française à Saint-Domingue représente au XVIIIe siècle le cas certainement le plus abominable et le plus efficace du système colonial dans cette Amérique esclave. Mably avait fort bien analysé et compris ce que l'on appelle la délocalisation de la production, là où la main-d'œuvre est à vil prix, comme ressort du système colonial. Les négriers obtenaient des captifs africains en échange de quoi? Précisons-le, c'est intéressant. De barres de fer qui venaient de Suède, de fusils anglais qui étaient, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, anglais, de tissus qui venaient de l'Inde, qui était, depuis la fin du XVIIIe siècle, l'Inde anglaise, enfin sous domination anglaise. Grégoire, pendant la Révolution française, exprime son indignation devant le fait suivant. Devant le fait que 3 continents ont été mis à feu et à sang, l'Amérique, l'Afrique et l'Inde, pour servir un café sucré sur les tables d'Europe. L'anticolonialisme de Las Casas à la Révolution de Saint-Domingue-Haïti est caractérisé par son refus d'accepter cette inhumanité ou d'en être complice en se taisant. Jaucourt, un des proches de Diderot, a écrit des textes remarquables et formulé l'anticolonialisme de cette époque. Je le cite dans l'article de l'encyclopédie Traite des nègres. Peut-il être légitime de dépouiller l'espèce humaine de ses droits les plus sacrés uniquement pour satisfaire son avarice, sa vanité ou ses passions particulières? Non, que les colonies européennes soient donc plutôt détruites que de faire tant de malheureux. L'anticolonialisme est exprimé par Diderot, qui reprend Las Casas et qui nous introduit dans cette conscience critique que j'ai évoquée précédemment et qui conduit à l'action anti-impérialiste. Je cite Diderot. « Barbares européens, l'éclat de vos entreprises ne m'en a point imposé. Leur succès ne m'en a point dérobé l'injustice. Je me suis souvent embarqué par la pensée sur les vaisseaux que je portais dans ces contrées lointaines. Mais descendu à terre avec vous et devenu témoin de vos forfaits, je me suis séparé de vous, je me suis précipité parmi vos ennemis, j'ai pris les armes contre vous, j'ai baigné mes mains dans votre sang. » Thomas Paine, qui prit fait et cause pour l'indépendance des États-Unis, retourna en Angleterre et publia Les droits de l'homme en 1791-1792. Et il propose, lui aussi, il reprend une cosmopolitique anti-impérialiste dans l'espoir de voir les révolutions se développer après la France, en Angleterre et en Hollande, 3 puissances impérialistes de l'Europe, dont il attend qu'elles rompent avec une politique coloniale et propose un programme de décolonisation qui fédérerait les républiques européennes et celles des nouveaux peuples libérés de cette domination et qui recouvrerait leur droit à la souveraineté. Nous avons ici déjà une esquisse de ce qu'on retrouve, redéveloppé, comme j'ai déjà indiqué précédemment, chez Kant. De Las Casas à Paine, l'insistance sur les droits des peuples à leur territoire, leur souveraineté, etc., était une réponse au refus des conquêtes coloniales et impérialistes et prend toute sa place dans ce cadre, ce que l'on a trop souvent perdu de vue depuis. Alors passons maintenant à la Révolution de Saint-Domingue qui devint la République d'Haïti en 1804. Et voici un exemple concret de cet anti-impérialisme dont je suis en train de vous parler. La Révolution de Saint-Domingue a commencé dès 1789. L'idée d'un nouveau peuple de Saint-Domingue était loin d'être évidente, car les colonies esclavagistes ne donnent guère le temps aux esclaves de réaliser un tel projet. Je rappelle que la durée de vie des captifs africains qui venaient d'arriver et qui étaient les plus nombreux était d'une dizaine d'années. Ils étaient éreintés par un dur travail manuel, mais aussi par l'alcoolisme. L'alcoolisme soigneusement entretenu par les colons, qui était la façon dont les colons parvenaient à contraindre leurs esclaves à travailler. Ne nous y trompons pas.
Il ne suffit pas d'être esclave pour être contraint de travailler. Il faut des contraintes pour aller travailler. La vie est donc courte pour ces gens-là et il n'y a pas de place pour la mémoire des luttes. La révolution de Saint-Domingue a pu se réaliser dans des conditions exceptionnelles, parce que la classe dominante s'est divisée. Je ne peux pas vous raconter pourquoi elle s'est divisée, vous accepterez que l'on parte de là. Elle s'est divisée et les colons qui étaient métissés, il y en avait, ont été la cible d'une autre partie de la classe dominante, le parti ségrégationniste, le parti des colons blancs, on a commencé à parler comme cela, en couleur, et la guerre civile est arrivée. Alors pourquoi? Parce que les colons blancs qui cherchaient à étendre leurs propriétés, leurs richesses, n'avaient plus suffisamment de terre et ils ont pensé que le meilleur moyen c'était de discriminer les colons métissés. Alors on a lancé la guerre des épidermes et cette guerre des épidermes a pris son essor depuis les années 1750. Elle prend véritablement forme dans les années 1780 et elle bat son plein en profitant des débuts de la Révolution où la politique royale n'a plus les moyens de s'y opposer. Et à partir de 1789-91, vous avez une guerre civile terrible de la classe dominante à Saint-Domingue, qui va permettre quoi? Qui va ouvrir une situation tout à fait favorable à une insurrection des esclaves, mais qui a déjà préparé, quoi donc? La prise de conscience des colons métissés qui vont comprendre qu'ils n'ont plus aucune protection et que s'ils veulent continuer d'exister et ne pas disparaître, il faut qu'ils surmontent cette terrible contradiction du colonialisme et de l'esclavage et qu'ils s'allient avec les esclaves. Les esclaves, de leur côté, ont compris la situation. En 1791, il y a une situation très favorable pour eux. Pourquoi? Eh bien parce que les milices qui maintenaient l'ordre esclavagiste dans une société coloniale militarisée complètement, les colons de couleur font défaut et ils sont en train de passer du côté des esclaves. À ce moment-là, la situation est très favorable pour le développement d'une insurrection des libres de couleur et des esclaves, et pour le début de cette révolution. Le nouveau peuple de Saint-Domingue, c'est un terme qui va venir dès les années 1790-91, lorsque ces libres de couleur vont réfléchir, vont penser à leur avenir. Comment construire une nouvelle société dans une telle complication qu'une société coloniale ségrégationniste et esclavagiste. Bien évidemment. Alors les alliés de ce nouveau peuple étaient les révolutionnaires français. Le côté gauche, comme on disait, des Jacobins, et la Société des citoyens de couleur, qui informaient des réalités coloniales et qui ont créé cette fraternité entre les deux révolutions. Ils ont inventé le programme de la Révolution, ces mots, ils ont créé le drapeau de l'égalité de l'épiderme, ils ont introduit la notion d'unité du genre humain, les droits de l'homme, l'égalité de l'épiderme, la liberté générale en Amérique. Ils sont les premiers à l'avoir fait. En face, le parti colonial s'affolait devant la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui affirmait les principes du droit naturel et les principes de Las Casas. Je cite l'article 1 de la Déclaration de 89. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » En entendant cela, le parti colonial a laissé des documents extrêmement intéressants où il qualifie la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dès 1789, dès le moment où on l'a votée, de terreur. Et voilà un des grands secrets de l'histoire de la Révolution. La Révolution française, c'est la terreur, vous savez, naturellement. La Révolution française, c'est la terreur de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pour commencer, dès 1789, dès le 26 août 1789, la contre-révolution a compris qu'il fallait qu'elle s'oppose à cette conception des choses, à ce texte qui légitime des choses qu'ils trouvent impossibles à supporter et à légitimer. Donc c'est l'apparition de la Déclaration des droits de l'homme et la contre-révolution, la terreur. Je le rappelle parce que c'est trop important de continuer de cacher ça. Ça a été bien caché, ça. Vous allez voir. Parce que je n'ai pas tout à fait fini. Ça s'approche. En 1792, la Révolution française progresse en France, difficilement, et la Révolution de Saint-Domingue progresse aussi,
rapidement. En 1792, des commissaires civils sont envoyés. Ce sont des révolutionnaires qui connaissent très bien la Société des citoyens de couleur, qui ont travaillé avec elle à Paris, et qui vont partir avec l'idée de soutenir la révolution de Saint-Domingue. En 1793, l'alliance de ces... Je suis obligée d'aller rapidement, hélas. L'alliance de... C'est une histoire passionnante. De ces révolutionnaires et de la révolution de Saint-Domingue va permettre de proclamer l'abolition de l'esclavage. À partir de ce moment-là, le parti esclavagiste fait appel à la marine anglaise, qui est juste à côté, à la Jamaïque, et pour qu'elle débarque dans l'île et mène la guerre d'extermination de cette révolution insolente. Les commissaires civils vont mettre tout leur pouvoir moral du côté de Toussaint Louverture, parce qu'ils n'ont plus qu'un pouvoir moral, les commissaires civils, devant cette situation de guerre civile dans tous les sens. Ils vont mettre tout leur pouvoir moral du côté de Toussaint Louverture, qui est un ancien esclave insurgé, et qu'ils vont aider à prendre la tête de la nouvelle phase de la guerre de libération. L'avenir de la révolution de Saint-Domingue est entre les mains de ce nouveau peuple et de ses alliés, des libres de couleur qui acceptent cette évolution de la suppression de l'esclavage, de la reconstruction complète d'une société, et d'une société sur des bases tout à fait différentes, et puis comme autre allié, la Révolution française, qui est son principal allié à ce moment-là. La Révolution française a aidé la Révolution de Saint-Domingue en lui fournissant des armes, des munitions, et en abolissant l'esclavage dans toutes les autres colonies françaises en 1794, et en le réalisant en Guadeloupe, en Guyane et à Sainte-Lucie. Ils espéraient qu'il y aurait ici un soulèvement de toute l'Amérique esclave, ce qui ne fut pas le cas. La contre-révolution coloniale était très puissante. L'Amérique, c'est normal, c'est le bastion, c'est le continent du colonialisme. Le continent, c'est tout à fait important de le comprendre cela. Et cette révolution de Saint-Domingue se retrouve très isolée, bien sûr. On y reviendra rapidement. Alors, cette alliance fut cassée par le triomphe de la contre-révolution en France, depuis le 9 Thermidor, comme je l'ai indiqué précédemment, qui a permis la rupture progressive avec plusieurs acquis révolutionnaires. Tout d'abord, le rejet du principe d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de droit naturel et le retour à une politique impérialiste, les deux exprimés dans la Constitution de 1795. Puis, sous le Consulat, Bonaparte, qui voulait reconstruire un second empire, puisque l'idée du second empire est déjà là, puisque le premier empire, comme je voulais indiquer rapidement, s'est effondré, et Bonaparte voulait reconstruire un nouvel empire qu'il crut possible en lançant une offensive de reconquête à Saint-Domingue. En 1802, il essaye, il réussit à la Guadeloupe quand même, et en Guyane, mais il provoque l'indépendance d'Haïti en 1804. Mais c'est là que Haïti se retrouve sans alliés, toute seule, sur le continent américain, à défendre une politique anticolonialiste conséquente. Alors, en conclusion, je voudrais rappeler que le triomphe de cette contre-révolution s'exprimait d'abord sur le plan intellectuel et a rompu avec la pensée moderne des humanistes aux Lumières du XVIe au XVIIIe siècle et avec ses arrière-plans médiévaux. Les progrès de la contre-révolution ont été soutenus par le projet central au début du XIXe siècle de construire un second empire colonial européen. Et dans cette voie, c'est la Grande-Bretagne qui était la tête pensante et orientait la tête vers la conquête de l'Asie et de l'Afrique. Jeremy Bentham, le grand théoricien bien connu de cette offensive britannique, a commencé à faire le ménage dans la langue et a détruit les mots du droit naturel. Je rappellerai ici rapidement quelques exemples. C'est lui qui a repris la formule de la contre-révolution coloniale. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la terreur. Le droit naturel, c'est la terreur. Yannick Bosque a étudié cet aspect. Bentham a aussi condamné le droit des gens humanistes et l'a remplacé par le droit international. Le droit des gens tel que Vittoria l'avait retravaillé, etc., a été arrêté et changé par Bentham, qui a remplacé le terme par droit international, limité au droit des traités entre les puissances, ce qui lui ôte son caractère révolutionnaire, sa portée anti-impérialiste. Marc Bélissa a étudié ce point. Le XIXe siècle a dû réhabiliter le colonialisme et l'impérialisme, et pour ce faire a construit le
toutefois quelques esprits échappés à ce grand nettoyage. Ainsi, Karl Marx lui-même, en 1858, employait toujours le langage humaniste des Las Casas et Jaucourt. Voilà ce qu'il écrivait dans le New York Daily Tribune à propos de la politique esclavagiste de Napoléon III. Je le cite en français. « Faire des Français une nation se livrant à la traite des esclaves serait le plus sûr moyen d'asservir la France qui, quand elle était elle-même, eut l'audace de proclamer, 2 fois de suite, à la face du monde entier, que périssent les colonies, mais que les principes vivent. » Il reprend la formule de Jaucourt, qui a été une reprise déjà de Las Casas. Le rejet et l'incompréhension des Lumières se sont développés depuis le XIXe siècle. On peut entendre aujourd'hui des thèses stupéfiantes. Pour reprendre les termes d'Immanuel Wallerstein, l'érection des sciences de la nature en un universalisme scientifique s'est progressivement déconnectée des humanités et plus précisément de l'éthique et de la politique. Ainsi, la notion de progrès se limite le plus souvent aux techniques et non plus à l'éthique. Cela s'est traduit par des interprétations surprenantes. Voici un exemple. Au XVIIIe siècle, les économistes physiocrates, qui légitimaient une nouvelle théologie, s'il vous plaît, c'est eux qui le disent, ce n'est pas moi. Théologie, en disant que les lois de l'économie étaient des lois divines, des lois naturelles, des lois physiques. Une nouvelle théologie, qu'ils appelaient de leur vœu, et qu'ils voulaient la construire à partir de préjugés dont ils étaient parfaitement conscients, sont classés dans les Lumières. Alors là, c'est inadmissible. Ça a permis de perdre de vue les débats réels de l'époque qui ont abouti à faire la lumière sur ces points et à les rejeter, mais ça a aussi permis de rejeter la méthode des Lumières et sa sensibilité. Même des courants qui se prétendent marxistes ont été gagnés par cet universalisme scientifique anti-humaniste. En voici un exemple. L'interprétation de la Révolution française comme révolution bourgeoise est une production des premiers marxistes avec Jules Guesde, mais aussi avec Kautsky, qui interprète la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme une affaire bourgeoise. Les historiens staliniens des années 1930 ont repris cette interprétation en lui donnant de nouveaux traits, que l'on retrouve aussi dans des courants qui se réclament des gauchismes de différentes époques, accumulés eux aussi en strates. Dans les années 1960, certaines interprétations ont affirmé que le marxisme n'était pas un humanisme. Jean-Numa Ducamp a apporté beaucoup par ses travaux pour nous permettre de mieux connaître ces débats et leurs enjeux. Vous l'avez compris, ce sera mon dernier mot, les interprétations de l'histoire sont trop souvent déconnectées des réalités historiques. C'est pourquoi je tenais à vous présenter un état d'une question particulièrement oubliée, méprisée, puis ignorée, celle de droit naturel et révolution. Merci beaucoup. Je relisais Terrorisme et communisme de Léon Trotsky et j'ai trouvé un passage sur les lois naturelles. Vous l'avez lu, vous en avez entendu parler et justement, oui. Présenter un peu la paysannerie, et là c'est une question qui serait intéressante à aborder, comme hésitant toujours entre la révolution et la réaction. On a vu ce qu'il en était aux différentes révolutions. Une autre question, c'est, vous faites pas référence à votre chose sur la théorie justement de la révolution atlantique qui a été pas mal critiquée. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Et sur les liens avec par exemple Thomas Paine et les révolutionnaires français, où dans un livre vous évoquiez le groupe du cercle social, etc., sur les questions des subsistances et des liens avec Babov et bien sûr la conjuration des édos de l'Europe. Deux questions très ponctuelles. J'entendais une conférencière dont j'ai oublié le nom dire que le fameux passage de Montesquieu sur l'esclavage des nègres, en fait, exposait les conceptions courantes à l'époque qui n'étaient pas ironiques, ce qui m'a pas mal étonné. Et puis, d'autre part, il y a des rumeurs, mais peut-être ce sont des calomnies qui disent que Voltaire tirait profit, bénéfice de certains commerces
Il y a l'esclavage, je ne sais pas si c'est vrai. C'est plus un petit point de détail, mais je souscris volontiers à votre analyse que j'ai trouvée extrêmement riche. Il y a juste une petite chose qui m'arrête dans la fin de votre intervention, de votre présentation sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il me semble vous souvenir qu'il y a quand même une exaltation dans cette déclaration du droit de propriété. Et je crois que c'est quand même le contenu de cette déclaration des droits de l'homme, c'est à la fois un immense progrès, effectivement, affirmation d'un certain nombre de droits, de libertés, mais c'est aussi une sacralisation du droit de propriété. Et quand on regarde le contexte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française, je parle pas de 1946, on voit quand même qu'il y a tout un contexte idéologique, juridique qui est profondément bourgeois. C'est la loi Le Chapelier, etc. Donc, je nuancerais peut-être, en tout cas, j'aimerais bien vous entendre sur ce côté, j'allais dire, éminemment progressiste de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Dans la série des questions que je vais vous poser, je vais vous limiter à 2 ou 3. Parce que j'ai été passionné par la présentation de l'histoire, de l'expression droit naturel. En même temps, je reste sur ma faim quant à sa définition même, dont j'ai le sentiment qu'elle est variable entre auteurs, mais aussi d'une époque à l'autre. Et ce que je n'arrive pas à mesurer, moi qui suis juriste, c'est les rapports entre ce que l'on appelle le droit naturel et le droit, les règles de droit. Puisque par exemple, l'idée de droit à la vie, le juriste ne sait pas quoi en faire. Et surtout s'il est en face d'un mourant. Donc, quelle relation y a-t-il entre droit naturel et droit? J'ai l'impression que le droit naturel il est sur un trépied avec une part de philosophie, une part de politique et une part de droit. Et j'ai été surpris d'apprendre que ce sont des juristes qui avaient inauguré ce terme. J'aurais plutôt pensé que c'était des philosophes et c'est tout à fait intéressant. Et l'autre question que je voudrais vous poser, vous avez à plusieurs reprises dit que certains auteurs tenaient à distinguer le droit naturel de la loi naturelle. Et je ne sais pas bien ce que c'est la loi naturelle, donc j'aimerais bien savoir en quoi ça se distingue et ce dont il s'agit, étant observé que l'un des auteurs que vous citez est américain et que le mot law peut aussi bien être traduit par loi que par droit, suivant les usages qu'on en fait, et que la notion de droit est difficilement traduisible. Alors, je mélange les félicitations, les nus et les remerciements, le message de service pour les étudiants qui sont là et les demi-questions. Si vous voulez bien vous présenter, ce n'est pas seulement pour faire chic que je vous demande ça. Donnez votre nom, on saura qui a posé les questions. Et puis, je vis en permanence dans un sentiment d'insécurité très justifié. Si on voit qu'il y a du beau monde et des gens intelligents qui osent déclarer leur identité dans ce séminaire, ça ne fera plus mal à personne. C'est jamais ce qui peut arriver. Soyons sérieux. Je voulais dire ceci. D'abord, vous avez montré évidemment que finalement aucune question sans considérer comme les gens de la dernière pluie, l'histoire commence en 1945 ou même qu'elle commence au XVIe siècle, comme le racisme, comme la tentation génocidaire et le génocide effectif. Enfin, on peut parler de rien de la même façon quand on se réfère à l'Antiquité, au Moyen-Âge, et quand on se réfère à une période d'après les débuts du capitalisme. Pour ce que disait monsieur, c'est évidemment Florence Gautier qui me répondra mieux que moi, mais ce n'est pas pour une fois un retour d'Amérique qui fait qu'il y a des malentendus. Les philosophes parlent classiquement de la loi naturelle chez les Stoïciens, chez Aristote, ça c'est attesté. Et pour une fois, ce n'est pas la langue états-unienne, mais c'est comme ça. Quand Antigone exige que son frère, qui pourtant ne devrait pas avoir une sépulture, doit être enterré dans la cité, c'est la loi transcendant toutes les lois particulières d'Aristote qui l'inspire, c'est pas la loi qui guide la démarche de Créon. Voici mes demi-questions et mes remarques après cet exposé si riche, à destination pour une large part des étudiants, évidemment. Puisque Florence Gautier sait qu'à propos d'alcoolisme, dans notre
cite 50 fois au moins l'excellent bouquin d'Engels qui s'appelle La situation de la classe travailleuse en Angleterre, 1845, et que Engels, plus jeune encore, dans les lettres de la vallée de la Vauper, écrit par le menu le relatif luxe du cabaret de la Saônoire où les ouvriers vont s'abrutir avant de recommencer leur travail stupide et éreintant. Pour ce qui est des colonies, je voulais ajouter aussi que Smith, qui n'est pas le monstre barbare qu'on dit, qui est un génial auteur du XVIIIe siècle, je le découvre en ce moment même, je peux tout vous dire, dans le chapitre 4, sauf erreur, le chapitre 7 du livre 4, sauf erreur, le livre 3, chapitre 7 du livre 4 de la richesse des nations, qui s'appelle des colonies, qui est énorme. Smith, qui est favorable à l'indépendance américaine entre nous, cite l'île de Saint-Domingue comme une île où vraiment ça travaille bien et qui, elle, est beaucoup plus rentable que les colonies à l'anglaise, qu'on devrait lâcher, entre autres, pour cette raison. Et je termine en disant que vous savez sans doute qu'il y a toute une littérature de la dictature qui est fascinante au sein même de ce monde absolument génial qu'est la littérature latino-américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. À propos de Saint-Domingue, toujours, de Vargas Llosa, qui est le personnage candidat de la droite au Pérou, pro-américain, je retire ce que je viens de dire, pro-états-unien, et bizarrement très à droite. Vous avez de Vargas Llosa La Fête aux Bouches, qui est un génial roman de gauche, d'extrême gauche, on va dire, sur la fête au Bouches, sur la dictature de Trujillo. Et je veux dire par là, pour vraiment terminer cette fausse question, que, à part l'automne du patriarche, qui vous savez, moi le suprême de Roi Bastos, etc., il y a dans les romans de dictature un roman sublime qui est d'Alejo Carpentier, qui est un roman français et cubain, Le siècle des Lumières. Et vous verrez le robespierriste Victor Hugo qui va, avec le catéchisme national, comme le disait Barnard, montrer que les nègres, comme on disait poliment à l'époque, sont des hommes comme tout le monde, et des femmes. Il impose aux Antilles, en Guadeloupe en particulier, l'abolition de l'esclavage, et on revoit le même Zigomard, non pas sous le nom d'André Guzman, mais de Victor Hugo, c'est toujours la même personne, qui pourchasse les esclaves qui ont cru que c'était bon, que c'était bien, mais qui sont désormais des esclaves marrons dans la jungle de Guyane pour les récupérer et leur dire que c'était pour rire, en fait, l'esclavage n'est pas clair. Merci de votre patience. Après, on prendra une autre. Eh bien, ça fait beaucoup tout ça. Sur Trotsky, je ne suis pas sûre d'être en état de vous répondre là comme ça. J'ai lu des choses, mais le passage que vous évoquez, ça ne me revient pas. Bon, bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Mais je le lirai, je le relirai. Sur la Révolution atlantique, oui, la Révolution atlantique de Gaucho, mais c'est pas du tout dans la même perspective que Gaucho voit cette question. Il la voit plutôt du point de vue du colonialisme et de l'impérialisme, enfin de quelque chose qui est passé dans une économie de type moderne. Hein. Donc là, c'est assez différent. Maintenant, sur la question de Paine, Babeuf, les égaux, etc., oui, et bien évidemment, nous voyons avec Thomas Paine, avec Babeuf aussi, parce que vous avez un joli petit nœud d'interprétation sur Babeuf, pas triste non plus. Babeuf dit lui-même qu'il est robespierriste, qu'il faut réveiller le robespierriste, que Robespierre, il dit ça après le 9 Thermidor, dans une période de répression terrible, il dit lui-même qu'il est dans la continuation de ce qui s'est passé précédemment. Mais encore faut-il que les historiens comprennent bien ce qui s'est passé précédemment pour comprendre la continuation dans laquelle s'inscrit Babeuf. Et Babeuf, Thomas Paine, Robespierre et d'autres, bien d'autres encore, comme j'ai essayé de le montrer, parce qu'il y a un vaste mouvement populaire très important de la critique du libéralisme économique, pour prendre les mots modernes, ça n'existe pas à l'époque, libéralisme, ça viendra au début du 19e siècle comme terme, de ces philosophes économistes là, qui ont des idées formidables, des réformes tout le temps à faire. Bon, voilà, rapidement, hein, et que s'inscrivent dans cette même réflexion de l'économie politique populaire. Véritablement, Babeuf et les égaux s'inscrivent dans la nécessité de repartir, refaire une nouvelle révolution
comme on avait commencé en 1789. Voilà leur espérance, leur espoir. Et ils espèrent que ça va pouvoir se faire. Bon, ça ne va pas se faire de cette manière-là, mais moi j'inscris Babeuf et la conspiration pour l'égalité, Buonarroti, dans le développement de cette économie politique populaire et dans cette question du droit naturel. Babeuf est un penseur du droit naturel. Buonarroti aussi, ils ont été formés dans tous ces courants de pensée. Hein. Bon. Maintenant, il est vrai que nous ne sommes pas du tout habitués, vous l'avez compris, à penser l'existence de ce courant de pensée. Hein, c'est évident. Donc il nous est devenu complètement étranger. On ne sait pas où on est. Alors, la question qui vient après, c'est Montesquieu, l'esclavage, etc. Bon, vous avez eu récemment plusieurs livres qui sont stupéfiants, terrifiants, parce qu'ils sont écrits par des gens qui sont des gens gentils, sympathiques, des amis. Salamolins, par exemple, il a écrit un livre, mais c'est terrible ce qu'il écrit. C'est épouvantable. J'ose pas le dire, trop fort. Mais enfin, je le dis quand même dans l'amphithéâtre. Que ça sorte d'ailleurs de cet amphithéâtre, qu'on le sache. Son livre est pas possible, c'est terrible. C'est quoi son livre? Alors son livre, c'est autour de la réédition. Il a eu une idée géniale, c'est rééditer ce qu'on appelle le Code noir de Colbert, de 1685. Mais malheureusement, il n'a pas fait le travail nécessaire pour le comprendre, ce Code noir. Alors, il l'interprète comme on peut interpréter quelque chose sans connaître, quoi. Je veux dire, bon, le résultat est désastreux. Et il nous fait une petite introduction terrible. Ah, il connaît Las Casas. Je ne sais pas pourquoi, tant mieux. Il rend hommage à Las Casas. Bravo, on est content. Ouf! On a échappé à l'ordure précédente que je vous ai rappelée tout à l'heure. Mais ensuite, on a droit à des ordures inventées concernant la pensée des Lumières. Dans la pensée, alors, il paraît, d'après lui, que l'abolition de l'esclavage pendant la Révolution est un décret inutile. Oui, c'est lui qui l'écrit comme ça. C'est formidable, quand même, c'est génial, non? Formidable, on applaudit très fort. Oh, ouais. Bon. Deuxièmement, il nous dit qu'il n'y a pas eu de critique du colonialisme et de l'impérialisme dans toute la période, hein, à part Las Casas, mais qui est un isolé, paraît-il, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. On a un mouvement d'indignation extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est très intéressant. Bon, voilà. Et puis alors, après le XVIIIe siècle, il est ravi de nous raconter que Voltaire est un abominable esclavagiste. Alors ça, c'est une rumeur formidable qui a été inventée de toutes pièces au XIXe siècle. On connaît parfaitement bien toutes les pièces du puzzle, de la calomnie, mais ce que l'on a retenu, la calomnie contre Voltaire, et puis Voltaire, on l'a rangé dans le coin là-bas à droite. Hein. On a mis dans le coin à gauche le petit Jean-Jacques Rousseau, et puis le reste, néant. Qui connaît Mably? Personne. Qui connaît Thomas Paine? Sérieusement, personne. En France, vous savez pour qui on prend Thomas Paine? Pour un ami des Girondins. Qui sont les Girondins? Des libéraux économiques, des amis des physiocrates et des économistes qui veulent le développement du capitalisme, mais pas comme l'Ancien Régime, un petit peu différent, tout ça, voilà, bon, etc., etc., hein, j'abrège. Non mais, les contresens, c'est à tous les carrefours, c'est terrible, hein, c'est terrifiant. Alors ça veut dire que l'histoire est impossible? Non, je crois pas, mais que c'est vrai que c'est difficile à faire. Alors, donc Salamolin nous apprend qu'il n'y a eu aucun mouvement, il l'affirme. Et il y a des gens qui sont honnêtes, qui lisent ce livre, eh ben oui, ils ont ça sous la main, ils n'ont que ça sous la main. Parce que ce livre est un livre de poche. Ben tiens, ben voyons. Alors que Las Casas, il n'est pas un livre de poche encore. Alors, il faudrait mettre Las Casas en livre de poche d'urgence. Hein, et Victoria par la même occasion. D'urgence. Est-ce qu'il y a des éditeurs dans la salle? Vous voyez ce qu'il vous reste à faire? Mably, d'urgence. Jocourt, d'urgence. Qui travaille sur Jocourt? Une personne a travaillé sur Jocourt. Une. Jocourt, il a fait tous les articles sur le droit naturel dans l'encyclopédie de Diderot. Formidable, ce petit monsieur. Pas une étude sur lui, c'est une. Non, j'exagère, il y en a une. Ouf. L'honneur est sauf. Enfin bon, donc nous avons, au niveau des Lumières et de l'incompréhension de cette période, une littérature abondante. Hein, abondante. Alors c'est pour ça, vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, bon, je vais crouler. On va crouler de fatigue. Alors, la question sur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens avec le droit de propriété. Oui, bien sûr, il y a une contradiction interne dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui vient de l'interprétation qui a été reprise de John Locke. John Locke dit, en reprenant les niveleurs,
malgré tous les débats contradictoires qu'il y a sur John Locke, puisqu'on en a fait un esclavagiste à présent, alors que sa conception de la liberté, comment voulez-vous que j'accepte que l'on dise que John Locke est un défenseur de l'esclavage, alors qu'il définit son concept de liberté par opposition à l'esclavage? Enfin, vous lisez le chapitre 2, esclavage, hein, et ben vous verrez qu'il définit comme ça la liberté. Alors, je veux dire, c'est quand même pas possible d'arriver à dire n'importe quoi. Il faut arrêter un jour à dire n'importe quoi. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, qui est un problème très sérieux, c'est qu'il n'y a plus d'autorité intellectuelle pour permettre justement de se réorienter. C'est ça le problème, c'est un des problèmes que nous avons. Un des problèmes que nous avons. Nous n'avons qu'une seule solution pour sortir de cela. Travailler correctement et arrêter de dire des bêtises. Enfin bon, vous voyez, vaste programme. Sur le droit de l'homme. Oui, je reviens sur les droits de l'homme. Alors, John Locke disait, et il faut le comprendre, il faut faire l'effort d'aller le comprendre, John Locke, parce qu'il dit la même chose que Gratien, que j'ai rappelé tout à l'heure. Tout le monde a droit à sa part commune des biens sur Terre. Voilà. Hein. Tout le monde, chacun a droit à sa part. C'est le point de départ. Et il dit donc que l'idée générale de propriété, car nous avons une notion de propriété dans le droit naturel qui est très intéressante. Le droit à la vie est une propriété de l'être humain, mais il y a des limites. Et il interdit le droit de suicide, c'est pourquoi? Pour qu'on interdise la peine de mort. Il laisse le droit de mort, la peine de mort, à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut punir les hommes. Alors, comme ça, c'est tranquille. C'est pas les tribunaux humains. Hein. Vachement bien, je trouve. C'est une excellente idée. Vous renvoyez dans la métaphysique et la pataphysique les choses gênantes. C'est très astucieux. Bravo. Bravo, Locke. Et le droit à la vie, le droit à l'existence, le droit aux subsistances, et il le met comme idée générale de propriété, la vie, la liberté et les moyens d'exister. Alors ça a été traduit par les physiocrates dont je vous parlais tout à l'heure, par le droit de propriété des biens matériels, et alors ils le mettent en exclusive, mais chez Locke c'est pas en exclusive, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rassurez-vous, est progressiste. Elle n'est pas une sacralisation du droit de propriété des biens matériels, puisque nous avons en même temps le droit à la vie, le droit à la liberté. Je rajoute que les féministes qui ont retrouvé cette notion du droit naturel de façon spontanée, peut-être parce qu'elles sont dans une ambiance culturelle qui n'est plus consciente, mais qui est inconsciente, ça existe aussi ça. Elles ont repris cette notion en disant « notre corps nous appartient ». Ah, grandiose. Eh oui, c'est ce que dit le droit naturel. Le droit naturel dit que le corps de chaque individu lui appartient. Hein, et sa vie lui appartient, sa pensée lui appartient, etc., etc. Donc vous avez une notion de propriété qui est très, très intéressante. Première chose. Il y a l'interdiction de l'expropriation qui va à l'encontre. Mais il n'y a pas une interdiction de l'expropriation. Relisez l'article 17, vous verrez. Il dit exactement l'inverse. Il dit précisément que le droit de propriété sera respecté, mais sauf dans certains cas. Juste et préalable indemnité aussi. Dans certains cas, oui, avec une juste et préalable indemnité. Oui, bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exproprier. Il faut indemniser, donc ça revient même. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, je crois que là, on peut, enfin, si vous voulez, il faut comprendre les choses à partir de leur contexte philosophique aussi. Je crois qu'il faut vraiment faire cet effort-là. La loi agraire, le Chapelier, mais évidemment, la loi agraire, non, oui, la loi Le Chapelier dont on a parlé là, mais c'est la contre-révolution qui attaque. Qu'est-ce que fait la contre-révolution? Qui c'est la contre-révolution? La contre-révolution, elle est dans l'Assemblée constituante, elle est dans toutes les assemblées, elle est dans toutes les instances démocratiques dans la période révolutionnaire. La contre-révolution est tout à fait présente. Et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Eh bien, d'instaurer la loi martiale. C'est quand même génial. Et c'est Mirabeau qui a perdu sa vertu, parce qu'il était vertu pendant un certain temps, puis en juillet 1790, pouf, il a tourné, il a perdu sa vertu, il est allé se vendre, il est allé se corrompre à la cour, bon, voilà, tant mieux pour lui. Et il faisait avec Le Chapelier, son vieux copain, tous les projets de loi sur, tous les rapports sur la loi martiale, pour réintroduire une politique économique de dérégulation et qu'il fallait accompagner évidemment par le moyen concret qui était la répression, les forces de répression. Et donc la loi Le Chapelier, regardez dans le texte, mais vérifiez
j'ai déjà vérifié, rassurez-vous, la loi Chapelier a été proposée par le Chapelier. Après la mort de Mirabeau, il était tout seul. Oui, ben voilà, mais enfin, il l'a quand même fait. Et la loi Le Chapelier est une loi qui est contre-révolutionnaire, bien évidemment. Et elle a été renversée en juin 1793, rassurez-vous. Karl Marx écrit quelque part, mais Marx, comme vous le savez, le pauvre, n'était pas un historien de la Révolution française. On ne peut pas lui rendre responsable de choses qu'il a pu lire et puis se tromper. De toute façon, il y a une évolution de la pensée de Marx sur la Révolution française. Et puis, bon, voilà. Mais Marx ne savait pas qu'en juin 1793, il y a un débat précisément sur la loi martiale, dont la loi Le Chapelier fait partie, et qu'elle a été supprimée dans la Constitution de 1793. Elle a été rétablie en 1795, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans cette Constitution parfaitement contre-révolutionnaire. Donc voilà, pour indiquer des éléments de réponse, il y a un gros travail. Alors, l'intervention de notre collègue juriste est très intéressante. Bien sûr que le droit naturel ne peut pas rentrer dans une catégorie unique. Hein, il n'y a pas un tiroir droit naturel. Le droit naturel, c'est quelque chose qui est pensé comme la conscience critique de l'être humain. Et on l'exprime dans le terme de droit naturel. C'est ça qui est peut-être compliqué à comprendre. Mais à partir du moment où les définitions sont données par les auteurs qui disent quand même tous la même chose, sauf quand on déforme le droit naturel comme l'ont fait les physiocrates. Mais ça, c'est d'une façon parfaitement claire. C'est très très clair ce qui est dit. Tout ce qui est dit est très clair. Le droit naturel est quelque chose qui fait appel à la sensibilité humaine, à l'injustice. Et vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a quelque chose dans le droit naturel qui relève à la fois du droit. Droit, qu'est-ce que ça veut dire à cette époque? Politique. Hein, la faculté de droit, c'est la faculté de la politique, ben évidemment, de faire des lois. C'est ça que ça veut dire, pas autre chose. Quand Marx fait la critique du droit hegelien, il parle encore la langue de l'époque moderne. Hein. Le droit hegelien, c'est la théorie politique de Hegel, et on l'exprime en termes de droit, la faculté de droit qui est la faculté de sciences politiques, bien sûr. Bon, mais il y a bien évidemment une sensibilité à l'être humain, un rationalisme qui est à l'œuvre là-dedans et que je vous ai quand même fait sentir, je pense, qui est un rationalisme sensible à l'humanité. Il est sensible à l'humanité, il a quelque chose de particulier, ce rationalisme, qui est très intéressant et qu'il faut l'appréhender de cette manière-là. C'est aussi une sensibilité, et une sensibilité qui fait sens commun, comme le dit si bien Thomas Paine, qui a écrit un livre qui porte ce titre, le sens commun des êtres humains. C'est aussi le sentiment que toute personne, et nous l'avons tous vécu dans cette salle, personne n'a échappé à cela, au sentiment d'injustice, d'avoir subi une injustice, et ce que cela provoque, et le droit naturel participe de ce sentiment d'injustice qui demande réparation. Je veux dire, il y a tout ce complexe de sensibilité humaine et de rationalisme humain, un rationalisme éclairé par la sensibilité. Bon, c'est comme cela qu'il présentait les choses. Donc voilà, donc il y a quelque chose de riche qui dépasse le terme de droit tel qu'on l'entend aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors, droit naturel et loi naturelle, c'est un gros morceau. Oui, on a rappelé Antigone déjà. Vous avez aussi un usage de la loi naturelle qui est, par exemple, chez les stoïciens, et on peut prendre avec des exemples. Je prendrai un exemple de l'esclavage chez les stoïciens. Les Romains ont développé une éthique particulière qu'on retrouve chez Cicéron et d'autres, hein, et qu'on connaît bien. C'est l'éthique une éthique du citoyen, du maître esclavagiste, parce que l'esclavage provoque une relation, provoque dans la tête du maître, dans sa façon de vivre, quelque chose de terrible dont les maîtres d'esclaves étaient conscients dans ces sociétés. Et ce qui est terrible de ce qui se passe lorsqu'on est un maître d'esclaves, c'est qu'on ne fait plus rien. On a tendance, si on se laisse aller à sa situation de maître, à ne plus rien faire, à ne pas lever le petit doigt. Terminé. Et pour contrer cette corruption du rapport social qu'il y a entre le maître et l'esclave, il y a eu cet effort extraordinaire de recourir à une éthique du maître qui l'oblige à
Je ne sais pas quels étaient les exercices que ces maîtres d'esclaves faisaient pour rester dignes et des êtres humains, parce qu'ils se corrompent extrêmement rapidement. Regardez ce qui peut être dit dans le Satyricon, par exemple. C'est tout à fait intéressant. Je veux dire, la corruption que crée l'esclavage, ou même dans nos élites, la surpayée, etc. Vous avez vu comment ils sont? Ridicules. Ce ne sont plus des êtres humains. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est tout à fait intéressant. Et le stoïcisme, par exemple, a développé cette éthique, et les maîtres d'esclaves se livraient à des exercices très compliqués, et en même temps, ils en sont venus avec la relation... Enfin, la référence à la loi naturelle, à dire que l'esclavage n'était pas de nature. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui apparaît, qui est très intéressant sur le plan de la conscience morale, et qui consiste à permettre à un maître d'esclaves d'avoir du respect pour ses esclaves. Par exemple, s'il a des rapports avec des esclaves qui sont des gens cultivés, qui parlent avec philosophie avec lui, etc., qui lui donnent des conseils en politique, bref, tout ça, ce qui existe, bien évidemment, hein, il va avoir un comportement égalitaire avec son esclave. Et il va dire, comme le disent les stoïciens, on n'est pas esclave par nature, on est esclave par le droit des gens, comme on disait à Rome, on est esclave par les conventions humaines. Bon, et donc c'est une attitude qui est intéressante parce qu'elle dépasse un certain niveau elle atteint un niveau de conscience qui est important, qui est intéressant, mais en même temps, elle ne nous permet pas d'avancer vers la solution du problème. On n'est pas du tout dans la dialectique du maître de l'esclave, absolument pas. Là où on commence à pénétrer dans la dialectique du maître de l'esclave, c'est lorsque nous avons le renversement de l'esclavage, bien sûr. Alors c'est là que nous avons toute une culture qui est, je pense, sous-estimée, encore trop maintenant, la culture de ceux qui ont renversé l'esclavage, car ce n'est pas facile de sortir de l'esclavage. Regardez comme c'est lourd. Pourquoi? Parce que l'esclavage est quelque chose qui structure complètement une société, hein, et les rapports sociaux. Quand vous êtes un esclave et un descendant d'esclave, vous êtes dans une catégorie sociale particulière. Et même si vous avez effacé l'esclavage, comme ça existe dans certaines sociétés à notre époque, l'esclavage, enfin ce souvenir, cette tâche, la tâche ineffaçable, perdure. Et elle perdure parce qu'il va y avoir une transmission d'une certaine culture historique qui va dire mon fils, tu ne peux pas épouser la fille un tel parce qu'elle vient d'une famille ceci, cela, et que toi tu es une famille ceci, cela, que tu n'as pas le droit de le faire. Hein. Bon, tout le monde sait ça, Jean-Louis. Tout le monde le sait. On ne sort pas de l'esclavage facilement. On sort de l'esclavage dans des conditions très particulières. Et on a pu sortir de l'esclavage, par exemple, à la chute de l'Empire romain, lorsqu'il y a eu des invasions, c'est-à-dire des arrivées de populations nouvelles qui ont fait perdre ce rapport. Et il y a eu un mélange, un métissage des populations dont les populations qui en étaient bénéficiaires ont été très fortes. Hein, et c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a ici une culture qui se dégage de là. Mais comment voulez-vous qu'on comprenne ça facilement, étant donné qu'au XIXe siècle, on a eu un courant historiographique dominant qui a présenté le Moyen-Âge comme une période intermédiaire entre quoi? L'esclavage antique et l'esclavage nouveau du XIXe siècle, le capitalisme et l'impérialisme. Hein, je raccourcis, mais c'est bien de cela dont il est question. Et alors, on parle de l'époque moderne, parce qu'il y a une renaissance où on dit que la culture gréco-romaine, l'esclavagisme, est réapparue. Bon, vous voyez, ici, il y a un travail à faire chez les historiens qui est énorme. Et je pense que, enfin, je voulais savoir s'il a été poursuivi de son vivant pour ses idées, et quel était l'écho de ces idées dans l'état d'esprit politique de cette époque. Ensuite, je voudrais savoir si on peut considérer comme, dans la suite de l'esprit du droit naturel, les deux dictatures du Paraguay qu'on essaye un peu d'effacer de la mémoire, qui étaient des dictatures de défense des droits des Indiens de la part de François et des frères Lopez, qui se sont terminés par un grand massacre
dont on ne parle pas et qui fait partie des trous noirs de l'historiographie. Le caractère polysémique et vague du terme de l'expression droit naturel au XVIIIe siècle, parce que ça serait pour savoir ce que vous pensez de l'ouvrage de Francisco Vergara, Introduction au fondement philosophique du libéralisme, où justement il distingue un libéralisme qui se fonde sur une perspective utilitariste, avec un raisonnement de type conséquentialiste, et un libéralisme qui se fonde sur un raisonnement de type droit naturel. Il met Turgot, Condorcet dans cette optique, avec notamment les réflexions de Condorcet sur l'esclavage, sur sa condamnation de l'esclavage, mais en même temps, c'est tout un courant de pensée. Proche, à l'écoute du mouvement social. C'est très intéressant pour ça. Alors, oui, l'autre question, c'était sur le Paraguay et français. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est une histoire très intéressante. J'ai vaguement, rapidement fait une allusion aux républiques des jésuites qui ont duré plus de 150 ans et qui se sont terminées dans la guerre guaranitique de 1758-68, au bout de 10 ans de guerre horrible, enfin terrible. Le Portugal et l'Espagne ont attaqué les unes après les autres ces républiques indiennes et les ont détruites. Tout détruit, il fallait tout détruire. Ah ben, c'était important de détruire naturellement pour ne surtout pas recommencer, ça c'est certain. Et livrer ces populations aux colons esclavagistes. Alors, au moment des indépendances des colonies au sud des États-Unis, eh bien, il y a eu trois sortes de libération, d'indépendance. Vous avez eu l'indépendance noire d'Haïti, qui est l'indépendance anticolonialiste achevée et qui malheureusement se retrouve seule dans l'univers. Vous avez les indépendances créoles, ce sont les colons métissés espagnols et portugais qui se débarrassent de leur métropole, qui maintiennent l'esclavage, qui maintiennent le système colonial et qui prennent la suite. Hein, c'est des indépendances fictives qui sont ce qu'on peut appeler les indépendances de l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est une phase historique de ces pays-là. C'est pour ça que je préfère employer aujourd'hui le terme de l'Amérique au sud des États-Unis. Je ne sais pas comment dire autrement, parce que sinon on parle d'une partie de la population seulement. Et puis il y a eu cette expérience d'indépendance du Paraguay, qui est un héritage de ces républiques jésuites, de ces premières républiques jésuites, là où le mouvement était le plus développé, et où il y a eu effectivement une indépendance tout à fait intéressante avec un binationalisme et un bilinguisme reconnu dans l'organisation de cette société nouvelle du Paraguay, et qui est bien la première dans son genre à le faire, un peu comme Haïti est la première aussi à le faire, et qui reconnaît des droits aux Indiens. C'est extrêmement intéressant. Malheureusement, je ne connais pas les sources, je n'ai pas lu grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai lu un roman sur la question qui est accessible, quelques petites notes d'articles par-ci par-là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de travaux. Comme tu disais, c'est effectivement un grand oublié de l'histoire, celui-là, que ça ait pris des formes de dictature, de défense du Paraguay, c'est bien évident, étant donné qu'il y a eu une entreprise horrible à la fin du 19e siècle et qui a décimé la population du Paraguay. Hein. Décimé, on sait ce que ça veut dire, la population a été terminée. Il fallait en finir, et on liquidait tout cet héritage dangereux de pratiques de respect des peuples. Ça, c'est clair. Ça, c'est une histoire bon, enfin, bref, le droit naturel au XVIIIe siècle, utilitarisme, libéralisme, le droit naturel, ça, oui, bien sûr, libéralisme, enfin, je suis toujours réservée sur le mot parce que je ne l'ai pas, mais je crois que j'ai dit déjà pas mal de choses sur ces questions, c'est-à-dire qu'il y a une tentative de récupération avec ce conflit qui fait éclater l'idée générale de propriété, puisque je vous l'ai dit, vous allez savoir tous les secrets, l'idée générale de propriété chez Locke, droit, liberté, bien matériel, qui est un ensemble chez Locke, indissociable, va exploser avec les économistes, qu'ils soient physiocrates, turgotins, condorcétiens, etc. Condorcet qui est faussement pris pour un démocrate, hein, il n'en est pas du tout un.
Condorcet, c'est une erreur d'interprétation. Là encore, il y a un jeu petit nœud. Hein. Quand j'aurai le temps, je prête Condorcet, on verra. Enfin, il y a du boulot sur Condorcet. On ne raconte que Fadès. Mais, enfin, non, mais je veux dire, il faut prendre ça très au sérieux et étudier la question. On dit que c'est un grand ami des femmes. Oh, bah oui, certes, sous l'Ancien Régime, dans les salons, oui, ça c'est sûr. Mais pendant la Révolution, des clous, Tintin, rien du tout. Hein, quand il est chargé de faire la Constitution de 1792, il n'y a pas une ligne sur cette question. Bon, alors c'est peut-être un peu abusif hein, aussi de parler de lui ainsi. Mais enfin, il en a très bien parlé sur l'Ancien Régime. Ça, c'est vrai. Et c'est très bien. Et puis sur le colonialisme, il est colonialiste. Il est pour la domination impérialiste. Il est pour mettre le monde entier sous la coupe de la civilisation occidentale. Européenne. Voilà ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit de lui? Il voit pas, il voit rien d'autre que le niveau de vie de la classe dominante de l'Europe et ce qu'on attend des États-Unis. Ce que Boissy d'Anglas appelle le nord de l'hémisphère. Il considère que c'est au nord de l'hémisphère de pouvoir conquérir le monde, etc. Voilà ce que dit Condorcet. Et les peuples qui ne veulent pas être soumis à la civilisation du capitalisme, car en fait il ne s'agit que de cela, dit-il, eh bien, s'ils résistent, ils seront exterminés, enfin ils vont se perdre, comme il dit, vous le verrez dans la 10e époque de son grand livre, et ce n'est pas du tout un démocrate ni un anticolonialiste, c'est une profonde erreur que de croire cela. Hein. Alors sur la question, je reviens encore une fois dessus, donc j'en étais à l'éclatement du concept de droit naturel chez Locke, en au XVIIIe siècle, sous l'effet des économistes qui essayent de s'emparer de ces formulations parce qu'elles étaient devenues très courantes. Hein, depuis le XVIIe siècle, tout le monde parle la langue du droit naturel. Et les économistes s'en emparent, ils l'apprennent. Et ils veulent faire sauter quoi? Eh bien, rendre inaliénable le droit de propriété, ils font sauter vie et liberté. Quand vous lisez les textes des économistes, ils ne parlent jamais des ouvriers, par exemple. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai écrit beaucoup d'articles sur les physiocrates et les colonies, car j'ai remarqué que les physiocrates venaient tous des colonies esclavagistes d'Amérique. Tous. Vous allez faire un petit tour, vous allez tous les découvrir par là. Le Mercier de la Rivière était gouverneur de la Martinique. Turgot avait un frère qui était dans la marine royale et qui passait sa vie à surveiller le commerce colonial. Tous les physiocrates économistes se sont retrouvés de ce côté-là avec des informations de première main. Mirabeau, le père de Mirabeau, est lui aussi un officier dans les colonies. Il revient en France avec ses mulâtresses, etc., qui ont élevé Mirabeau le député et qui a beaucoup appris d'elle sur ce que c'était que la réalité de la vie dans les colonies. Mais je veux dire, voilà, c'est ça dont il s'agit. Hein. Et donc l'éclatement, il y a une lutte terrible que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure quand j'ai dit qu'on a appelé l'économie politique tyrannique, qui ne tient pas compte de la vie et de la liberté des autres, et l'économie politique populaire. Ça date de ce débat des années 1750, hein, au tout début, dans les débuts des théories physiocratiques. Alors voilà, appelez ça, libéralisme, c'est une autre paire de manches. Alors enfin, Marx et la Révolution française, pauvre Marx, je ne vais quand même pas le mettre chez les gauchistes. Non, pas du tout. Non, mais Marx, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, j'ai beaucoup écrit sur Marx et la Révolution française dans Triomphe et mort du droit naturel. Et je pense effectivement que Marx ne connaissait pas beaucoup l'histoire de la Révolution française, et il la connaît de façon progressive tout au long de sa vie. Et il évolue beaucoup. À la fin de sa vie, il discute avec Engels, et Engels lui parle d'un livre sur Marat, qui vient de sortir, qu'il a lu. Et il lui dit, oh c'est bien, c'est très intéressant, tu sais, vraiment c'est exactement ce qu'on veut faire. Enfin bon, il dit des choses comme ça, on ne va pas s'appuyer là-dessus pour tirer des conclusions exorbitantes, ce serait ridicule. Mais c'est important de comprendre que Marx, effectivement, a une connaissance progressive en fonction de ses lectures, et que sur la question des physiocrates, il a en effet très très bien saisi de quoi il s'agissait, il a très bien compris le caractère régressif, rétrograde de la physiocratie. Il le souligne, son caractère inhumain, il le souligne également,
Et il a vu aussi cette chose que j'évoquais tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase, excusez-moi, qui m'a toujours frappé, c'est le fait que, comme dans les contes des colons esclavagistes, vous avez à la rubrique coût de production, vous avez la main-d'œuvre. Et ça, c'est typique de l'esprit capitaliste. Hein, on met les ouvriers et la main-d'œuvre dans les coûts de production. Ben voyons, on n'a jamais fait ça en Europe dans le cadre de l'artisanat. Jamais. C'est une culture qui vient d'Amérique. Elle est inventée en Amérique. Parce que, encore une chose que je vais vous avouer, mais vous ne le répéterez pas, je pense que le capitalisme est né en Amérique, sur son continent colonial. Et c'est là qu'il a pu se développer. Parce que sinon, il ne pouvait pas se développer. Il était toujours bloqué par des révoltes, des révolutions. La Révolution française est une révolution pour se protéger du capitalisme, pour empêcher les offensives du capitalisme. Et pas pour faciliter la prise de pouvoir par la bourgeoisie, vous comprenez? Alors c'est là qu'il y a un contresens à mes yeux qui est énorme, qui est terrifiant. Et on se protège de cette chose terrible. Voilà, bon, alors Diderot est-il un ami des physiocrates? Il l'a été pendant un certain temps au début, et puis un jour, il a beaucoup discuté avec les uns et les autres, ce débat dont je parlais rapidement, et Diderot a pris conscience que, bon, les physiocrates disent des choses curieuses, et il a changé de point de vue. Hein. Il a changé de point de vue aussi, c'est intéressant de le savoir. De le retravailler. Il y a un énorme travail à faire sur tout ce débat des philosophes économistes qui interviennent dans le XVIIIe siècle. Il est extrêmement éclairant, très éclairant. Car enfin, on a sucré le débat dans la connaissance des physiocrates. On ne parle pas de l'échec des physiocrates. On ne nous dit pas qu'on ne peut plus utiliser le mot physiocrate après 1770. Après un premier échec sérieux de leur réforme, ils ont commencé à faire des réformes en 1764 et en 68, la France était devenue un pays en révolte permanente, enfin des réformes des économistes, quoi. On commence à connaître, hein, c'est une catastrophe. Et Louis XV a dit, bon maintenant ça suffit, hein, on s'arrête. Louis XVI a recommencé, il a cru en Turgot qui avait dit qu'il avait nettoyé un peu la théorie des physiocrates, parce que Turgot avait été formé par les physiocrates. Il vient de la même école. Alors il a un peu nettoyé le vocabulaire, il a compris qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait plus dire, j'en parle pas dans les détails, mais enfin bon, il a compris qu'il fallait un peu nettoyer les choses, mais le fond de l'affaire reste le même. Et on recommence, c'est reparti pour un tour, exactement la même chose, catastrophe, révolte, la guerre des farines, formidable. Et Louis XVI est obligé de rappeler Turgot, de lui dire, bon, on arrête, ça comme ça. Voilà, donc il y a eu un grand débat dont Diderot est ressorti, hein, et il a rompu avec les physiocrates à la fin de sa vie. Hein. Voilà. On vous remercie encore. Avant de qui évoque une série des débats que nous avons abordés aujourd'hui. Et enfin, je vous annonce très rapidement les séances suivantes du séminaire. La semaine prochaine, le 13 février, ce sera Jean Roblin qui sera là, professeur émérite de l'Université de Nice, et qui abordera la question de la société communiste vue par Marx. La séance suivante, le 20 février, pour ceux qui ont des bords, il y a un changement, donc ce n'est pas une séance avec statistiques